sommes-nous aujourd'hui face à une nouvelle polémique à venir? C'est la question qui est posée, puisque l'affaire est relancée par Claude Lanzmann, qui voue une inimitié particulière à Hannah Arendt. Hannah Arendt, donc, qui, lorsqu'elle a publié son livre 2 ans après le procès Eichmann à Jérusalem, donc il y a 11 pages sur les conseils juifs et leur rôle, 11 polémiques qui avaient 4 raisons d'être. Je dis très rapidement les 3 premières parce qu'elles ne sont pas essentielles, hein, c'est sa 4e qui est la plus discutée. Sont-on désinvolte? Son manque d'amour pour le peuple juif? Qu'elle aurait excusé Eichmann, qu'elle l'aurait rendu moins coupable, ce qui n'est pas vrai. Et puis le 3e, finalement, qui concerne les 11 pages distribuées, c'est à propos des conseils juifs. Alors je vous disais, polémique peut être ravivée, bon, on sait bien que les passions ne sont pas éteintes, hein, mais surtout parce que dans ces 11 pages est mentionné le nom de quelqu'un, Benjamin Rumelstein, dont on va à nouveau discuter. Alors la position de Hannah Arendt en ce qui concerne les personnes qui étaient dans les conseils juifs. Les conseils juifs, il faut le rappeler, étaient imposés par l'occupant. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les anciennes institutions dont s'étaient dotés les comités juifs qui ont été mobilisés par l'occupant. Non, c'était des institutions qui ont été choisies, alors on prélevait des notables, parfois on transformait des gens notables, et on en faisait des conseils juifs. Il n'y en a pas eu partout, il n'y en a pas eu en Russie, c'est surtout caractéristique des pays d'Europe de l'Est. Or, être recruté dans un conseil juif, c'était pas forcément coopérer, puisque c'est le mot qu'utilise Hannah Arendt, coopérer. Elle dit bien que certains ne l'ont pas supporté, certains sont suicidés, ça c'est dans cet ouvrage. D'autres, eh bien, se sont sauvés, ils ont rejoint la résistance, mais d'autres ont coopéré. On dirait avec notre vocabulaire français qu'ils ont collaboré, et parmi lesquels cet individu, donc, Benjamin Rumelstein, individu dont finalement on ne sait pas grand-chose. Alors, tout de même, pour ceux qui n'ont pas vu le film de Lanzmann, dont je suis, parce qu'il est présenté au Festival de Cannes, sachez tout de même que ces entretiens qui sont contenus dans le film entre Claude Lanzmann et Benjamin Rumelstein sont en ligne, donc disponibles pour chacun d'entre nous qui désirait le voir, sur le site de la Fondation Spielberg. C'est très facile. Donc on a voulu y retourner de plus près en examinant ce qu'était la notion de responsabilité. Alors qu'est-ce que c'est que la responsabilité? La responsabilité, c'est le fait d'avoir à répondre devant autrui de ses actes. La responsabilité peut être rétrospective ou prospective, hein, elle peut concerner notre culpabilité passée ou notre engagement dans un projet à venir, mais elle suppose dans tous les cas 2 notions, et c'est ce qui nous renvoie à l'existentialisme, hein, c'est pas par hasard, ça nous renvoie à l'existentialisme, puisque Arendt avait été l'élève de Heidegger, et ces 2 notions sont celle de liberté et celle de choix. Comment choisir si on n'a pas la liberté? Sartre s'est été emparé de cette notion de responsabilité en disant qu'en faisant de nous ce que nous sommes, puisque l'existence précède de l'essence, nous nous sommes choisis, et quand nous choisissons, nous donnons un exemple au reste du monde. Donc on se choisit forcément bien, et qu'en se choisissant bien, eh bien, on choisit les autres à l'image de ce que l'on souhaite être, c'est-à-dire le mieux possible. Et puis, nous avons un autre penseur du début du XXe siècle, c'est Max Weber, qui a fait part de l'éthique de responsabilité par opposition à l'éthique d'intention, ou l'éthique de conviction, on peut dire soit l'un, soit l'autre. Et l'éthique de responsabilité, c'est l'éthique sur les conséquences de ses actes. Donc, on ne peut pas se cacher derrière l'alibi de « c'est pas ça que nous avons voulu ». On a voulu bien faire. Nous sommes restés fidèles à nos principes. Ça, c'est de l'éthique de conviction, mais ce n'est pas l'éthique de responsabilité. Le politique est nécessairement du côté de l'éthique de la responsabilité. Donc une histoire de la pensée que Hannah Arendt connaissait, hein, elle était allemande, née en 1906, élève de Heidegger. Elle a fait sa thèse sous la direction de Karl Jaspers. Donc elle connaissait très bien cette notion d'éthique de responsabilité, elle connaissait l'existentialisme par son maître. Alors qu'en a-t-elle fait? Eh bien, ce qu'elle en a fait, elle a fait plusieurs conférences après son livre sur Eichmann. En fait, Eichmann ne pour elle que l'illustration d'un cas particulier de ce qu'elle a pu écrire sur le totalitarisme, c'est-à-dire sur ces gens qui renoncent à la faculté de penser en privilégiant l'obéissance. Dans ce livre qui est Responsabilité et jugement,
Il y a deux textes, il y en a même un troisième, mais qui n'est pas directement en rapport, mais deux textes qui nous intéressent. C'est responsabilité individuelle et régime dictatorial, d'une part, et la responsabilité collective. Alors, que nous dit-elle sur la responsabilité individuelle dans un régime dictatorial? Elle reprend les arguments d'Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir. Et elle récuse cet argument comme étant non valide. Parce qu'elle explique, depuis quand un adulte ne fait-il qu'obéir? C'est l'enfant qui obéit. L'adulte, lorsqu'il exécute, il fait autre chose qu'obéir. Il consent. Et donc, en consentant, il soutient. Donc, être un rouage, se dissimuler derrière l'alibi de la bureaucratie, dans laquelle tous les rouages sont substituables, indifféremment, les personnalités du rouage ne comptent pas, c'est mentir, c'est être de mauvaise foi, une notion qu'elle n'utilise pas pour elle-même. En tout cas, c'est manquer de courage, ça lui fait parfois allusion. Donc c'est participer. Elle reprend un argument qui a souvent été dit, et qu'on entend souvent qu'il s'agit de collaborer. Nous nous sommes investis parce qu'avec nous c'était moins pire, on a limité les dégâts autant que faire se pouvait, et que les vrais irresponsables, ce sont ceux qui ont refusé de collaborer, laissant toutes les places aux autres. Est-ce quoi Hannah Arendt répond? Non, il y avait une tierce solution entre la collaboration et la résistance. C'est vrai, on n'a pas forcément le choix de résister lorsqu'on ne souhaite pas collaborer. Il arrive que ce choix-là n'existe pas. Et pourtant, nous sommes libres. Donc c'est bien qu'il y a un troisième choix possible, et ce troisième choix possible, c'est la non-participation. On peut aussi refuser de participer. Et que ce n'est pas être irresponsable que de refuser de participer dans la mesure où c'est la seule voie qui vous reste. Donc quelqu'un qui était désigné comme appartenant à un conseil juif, son devoir, c'était de refuser cette désignation. Et elle ajoute, mais qu'est-ce qu'il risquait davantage? Alors ça, qu'est-ce qui risquait davantage? Ça dépend évidemment des situations. On connaît la situation de la Hongrie, où le docteur Kastler a sauvé 1200 personnes, mais en désignant lui-même les personnes qui devaient être sauvées. Débat qui n'est pas fini. Alors, que nous dit-elle cette fois-ci dans l'autre texte? La responsabilité collective. Elle récuse cette notion. La responsabilité collective n'existe pas. Parce que si vous parlez de responsabilité collective, vous ne parlez plus de personne. Vous allez condamner le système bureaucratique, le système nazi, le système communiste, d'accord, mais c'est qui? Et c'est dans ce sens-là qu'elle trouve que justement, le procès Eichmann apporte quelque chose. Que les juristes apportent quelque chose. Parce que pour les juristes, il ne peut pas être question de responsabilité collective. On ne juge qu'une seule personne. C'est une personne qui doit rendre compte de ses actes. Or, la situation qu'elle voyait, c'était les Allemands qui disaient « nous sommes tous responsables ». Tous les Allemands sont coupables. Ils disaient « mais non, ceux qui se disent coupables sont ceux qui n'ont rien fait, et ceux qui ont fait quelque chose précisément ne se sentent pas coupables ». Donc, nous sommes dans la pure rhétorique, mais qui épargne les principaux responsables. Pour résumer, il n'y a de responsabilité qu'individuelle. Nous sommes tous responsables parce que nous avons toujours le choix, y compris le choix de ne rien faire, qui reste encore un choix. Je dirais deux choses. C'est qu'il y a une grande difficulté chez Arendt, c'est qu'elle ne pense pas du tout la responsabilité, dans les termes modernes, d'un sujet conscient et volontaire, d'un sujet responsable. La responsabilité pour elle, c'est la responsabilité pour le monde. L'homme est responsable pour le monde. Alors, ça veut dire quoi? C'est ce que tu as très bien dit. D'abord, laisser le bourreau être bourreau. Et il y a eu des conseils juifs qui ont pensé en tant que tels et qui ont appliqué un des principes du code Maïmonide, qui était de dire si le bourreau te demande de donner la moitié des tiens, de choisir toi-même ceux que tu vas donner, ne les lui donne surtout pas. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si on vous demande de choisir entre vos deux enfants lequel vous voulez qu'on tue, celui qui survivra sera de toute façon foutu. Bon, mais chez Arendt, c'est l'idée de ne pas introduire cette catastrophe qu'a introduite le totalitarisme, qui est la confusion entre bourreau et victime. Elle considère, depuis le système totalitaire, que le pire qui est arrivé concerne le monde, et un monde dans lequel bourreau et victime sont confondus. La difficulté, c'est que
de ce fait, avec cette pensée du monde, elle est à contre-courant de tout ce qui se dit depuis 30 à 40 ans sur la question du génocide. Elle le dit très clairement, l'important, ce ne sont pas les gens qui ont été tués. L'important, ce n'est pas le nombre de morts. L'important, c'est cet attentat contre le monde qui a été perpétré par le totalitarisme et par l'extermination. Ça veut dire que ce qui lui importe à elle, ce ne sont pas les gens qui ont été tués. Elle le dit très clairement. Ce qui lui importe à elle, c'est justement ce brouillage ces brouillages des catégories du monde, et en particulier désormais cette indistinction entre bourreau et victime que le nazisme a introduit dans le monde. Et comme vous le savez, elle dit toujours, ce qui a un jour été introduit dans le monde fait toujours des petits. Si, à partir du moment où les camps de concentration ont existé, désormais on les reverra fleurir de tous côtés. Bon, je ne sais pas, je connais pas si bien que vous, mais je pense qu'elle parle quand même, elle insiste sur l'humanité. Et elle dit que le juif est un homme avant d'être juif. Et je crois que ça c'est très profond parce que justement, de l'autre côté, il s'agit de dire que le juif est d'abord juif, c'est pas un homme. Et là, il y a aussi un point qui est essentiel, je crois. Je réponds parfaitement à ce que vous venez d'indiquer. À cette idée d'humain qui précède celle de juif, dans Origine du totalitarisme, elle démarre sur une idée qui est celle du mal absolu, qui a quelque chose à faire avec le fait de déclarer des humains superflus en tant qu'être humain, donc c'est l'humain superflu. Et il insiste sur cette idée parce qu'on va la retrouver ensuite avec Eichmann, la superfluité, c'est donc la légèreté, quelque chose qui n'a pas le poids écrasant qu'on lui donne habituellement lorsqu'on parle de la Shoah. Et ces êtres humains qui sont d'affreuses marionnettes, je vous lis un texte à elle. Le nazisme a rendu l'être humain en une affreuse marionnette à face humaine. Au procès d'Eichmann, Arendt ne parle plus guère de mal absolu, mais de banalité du mal, à partir de ce qu'on vient d'indiquer. Sur le rapport entre juif et humain, je pense qu'Anne Arendt est un peu dépassée. Je me demande si en fait l'être humain, dans le temps du nazisme, c'était pas le juif justement. C'est-à-dire celui qui échappe aux catégories naturalisées qu'a imposé le nazisme. Celui qui, par son pluralisme intrinsèque, par son côté nomade, métaphysiquement nomade, est vraiment l'élément résistant, absolument résistant au nazisme. C'est le truc qu'il faut absolument éradiquer si le nazisme veut s'imposer. C'est le juif, mais pas en tant qu'identité fermée, mais justement en tant qu'une identité plurielle et ouverte. Et il y a un parallèle évidemment intéressant avec les tziganes, mais... Oui, c'est une chose qui a été un peu reprise dans le film sur Hannah Arendt. C'est au moment où Gershom Scholem, en fait, c'est pas lui qu'on représente, c'est un autre. Lui dit tu n'aimes pas assez le peuple juif. Il dit mais moi je n'aime que mes amis et j'aime l'humanité. Mais pourquoi est-ce que j'aimerais davantage le peuple juif? Moi je suis très étonné de ce qu'on lit dans la presse autour de ces conseils juifs, de la manière même dont Lanzmann parle de ça, parce qu'en Israël et aux États-Unis, la position est beaucoup plus rude là-dessus, beaucoup plus critique. Quand on parle de sauvetage, on parle ils étaient obligés de collaborer, etc. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas de... On peut quand même établir ce qui aurait pu être fait, et ce qui a été fait d'ailleurs. Il y a quand même des conseils juifs, il y a quand même parfois des conseils juifs à 24 personnes qui se sont suicidés pour ne pas établir des listes, pour laisser le bourreau être le bourreau et la victime être la victime. Là où elle s'est trompée, c'est en disant que peut-être le nombre de victimes aurait été moindre, etc. Bon, c'est des calculs d'apothicaire, bon, c'est justement là-dedans qu'il ne faut sans doute pas rentrer. Mais je trouve qu'en France, le discours là-dessus est très complaisant, je ne sais pas. En Israël, quand même, les anciens dirigeants des conseils juifs se baladaient avec escorte policière dans l'après-guerre.
Pour ceux qui n'ont pas vu le film de Hannah Arendt, que personnellement j'ai trouvé bon, sachez qu'il y a des insertions des véritables images prises au moment du procès de Eichmann. Et moi je les trouve très bien choisies. Et notamment, vous avez, au moment où un témoin, rescapé des camps, arrive devant le tribunal, et tout d'un coup, il y a un scandale. C'est-à-dire que quelqu'un se lève et dit « Salaud, c'est toi qui nous as dénoncé », et la personne est évacuée. Moi, j'étais en Tunisie pendant la guerre. On était occupés par les Allemands. Et en effet, il y avait un groupe, le Conseil juif, qui s'occupait, qui s'occupait du travail forcé, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'ils ont sauvé leur peau peut-être, parce que ceux qui étaient tout autour, et les familles et les amis, enfin, on ne sait pas trop quoi en penser. Mais les Allemands ont pris chaque fois, enfin en Tunisie, c'est un exemple, il y avait un conseil juif qui s'occupait du travail forcé, parce qu'il y avait des camps de travail. Johnny tenait beaucoup, il disait que c'était très très important, c'était un point décisif. À ce propos, je pense qu'il faut absolument insister sur l'aspect pervers, la perversité essentielle du système nazi et du système d'extermination nazi. Certes, il y a eu Wannsee et donc la décision d'extermination des Juifs. Mais la perversité a consisté à reporter la responsabilité sur les Juifs eux-mêmes. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui allaient décider de qui pourrait être sauvé et de qui devrait y passer. Et ça a été le rôle des Judenräte, ces fameux conseils créés par les nazis, qui, eux, allaient porter la responsabilité du choix. Les autres, les nazis, eux, n'étaient plus que des rouages, donc irresponsables, donc Eichmann. N'oubliez pas aussi que lorsque les populations juives étaient déportées, notamment en Hongrie ou en Pologne, enfin surtout en Hongrie et dans les Balkans, on réunissait tous les juifs de la ville et on les faisait marcher le long d'une route, le long d'une rue, et à un moment donné, on mettait un plot au milieu et la colonne se divisait en deux. Et là, il fallait choisir. Et les Juifs hésitaient. Dois-je aller à droite ou à gauche? Est-ce qu'à droite, on va être sauvé? Est-ce qu'à gauche, on va être tué? Et il y avait ce choix, et c'était le choix de chacun de ceux qui faisaient partie de cette colonne. Et c'est comme ça qu'ils se sentaient eux-mêmes coupables de leur destin. Et ensuite, la colonne était de nouveau divisée en deux, puis de toute façon, tout le monde finissait, bien entendu, là où il fallait, mais la responsabilité n'incombait plus aux nazis qui avaient organisé ça, mais à ceux qui avaient choisi de passer par là, et pas par autre part. Donc là, je pense que Hannah Arendt a vraiment compris la perversité du système nazi, et compris le rôle que jouait Eichmann, qui se considérait d'ailleurs complètement comme non responsable, puisqu'il obéissait au sort. Il avait donné son serment, hein, le fameux mot allemand Eid, le Eid, c'est-à-dire le serment furant, et trahir ce serment, c'était se mettre en dehors de la loi. Donc il était absolument exclu de ne pas respecter son serment. Il n'a fait que respecter son serment d'obéissance. C'est tout, là s'arrêtait sa responsabilité. Il n'avait rien à voir dans l'extermination du peuple juif. Pour terminer, je voudrais dire que pour Hannah Arendt, être un rouage, c'est ne plus être un être humain, justement. C'est permettre des actes, permettre un destin qui les dépasse, dont il ne veut plus être coupable, tenu pour coupable. Et ça, c'est abdiquer son essence d'homme, d'être humain. Être un rouage, c'est être une chose, c'est être une mécanique et non plus un homme conscient. Moi, il ne me semble pas qu'on puisse du tout considérer les choses de la manière rationnelle dont elle les considère. Le reproche essentiel qu'on pourrait faire à Hannah Arendt, c'est pas de manquer de Haravat Israël, c'est sa froideur générale. C'est-à-dire que c'est une raisonneuse, elle raisonne. Bon. Elle reconstruit à froid
après la guerre, bien après la guerre. Dans les pays de l'Est, l'antisémitisme était extrêmement important, déclaré, permanent. Et donc là, il n'y avait pas besoin de Judenräte. Tous les gens savaient dans chaque village qui était juif et étaient immédiatement dénoncés et donc conduits à l'extermination par balle. Mais les Judenräte, il y en a même eu dans les camps d'extermination, dans les cabanes où logeaient les prisonniers. Il y avait des chefs, des capots, pas des repris de justice, des chefs de la communauté qui déterminaient qui devait aller en colonie de travail ou pas. Donc, jusqu'au bout de la chaîne, les nazis se sont servis de la même perversité. Effectivement, peut-être la limite, c'est le moment où on crée une institution. On fait ce qu'on peut, on défend sa peau, on est obligé de participer à l'horreur, mais créer une institution, accepter de créer quelque chose d'institutionnalisé, il y a peut-être là un passage qui est qualitatif, quoi. Une remarque sur cette expression qui est elle-même polémique de banalité du mal. À l'origine, elle parlait de mal radical. Elle a dit c'est idiot parce que le mal n'a pas de racine. Sauf point de vue, j'ignore s'il en a. Donc je renonce à l'expression mal radical. Et en fait, on a pensé qu'elle voulait dire que le mal, tel qu'on l'avait connu dans cette période, était lui-même banal. Alors que c'était pas tout à fait ça. En tout cas, j'ai lu une autre interprétation. C'est que les hommes, Thomas Eichmann, qui accomplissaient l'acte conduisant vers ce mal, eux, étaient banals. La personnalité d'Eichmann a-t-elle été bien comprise par Hannah Arendt? Moi, je ne sais pas. Parce qu'elle a vu un homme qui se défendait, un homme qui joue à l'agneau, un homme qui à un moment donné a dit qu'il était prêt à se pendre lui-même pour expier ses crimes, qu'il aimait beaucoup les juifs, qu'il avait beaucoup d'amis juifs, qu'il voulait prendre l'hébreu. Bon, il en a fait beaucoup, cet homme-là. C'était son discours. Je me pose sincèrement la question, est-ce qu'Hannah Arendt n'est pas tombée dans le piège du discours de l'homme qui paraît parfaitement inoffensif, il l'était par la force des choses, qu'elle avait devant lui? Pour moi, ça me semble clair que c'est la possibilité, si j'ose dire, presque facile du mal. Et c'est dans le sens que je trouve que c'est terrible que sur ce mot, on n'avance pas. Parce que, en fait, c'est peut-être aussi une force pour mettre en garde dans ce qui nous paraît banal, justement le rouage, même celui qui pourrait être un simple rouage, et qui peut, dit-elle, quand même détruire le monde. Donc en surface, elle dit le banal dans le mal, c'est que la simple surface, on ne parle pas de racine, peut détruire le monde. Le banal est quelque chose d'hyper grave et dangereux, alors qu'on dit banal comme quelque chose qui est inoffensif. C'est pas du tout ça. Hein. Est-ce qu'elle avait compris Eichmann? Non, certainement pas. Et pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'a pas assisté au procès Eichmann. Elle a assisté à 3 semaines de 4 mois et demi de procès, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc elle s'est beaucoup ennuyée, elle est partie tout de suite. D'une part, Hannah Arendt, me semble-t-il, mais je n'en suis pas sûr, n'avait absolument pas l'expérience des procès criminels. Elle le dit elle-même d'ailleurs dans le film de von Trotta. Elle dit « j'ai pas pu aller à Nuremberg, lui je le raterai pas ». Voilà, bon, puisque c'est elle qui se fait porter volontaire pour le New Yorker. Il y a un philosophe israélien, Rosenberg, dont le nom ne doit pas être confondu avec le nazi, qui a dit elle a cru à l'identité de prétoire que Eichmann avait préparée. C'est vrai qu'il avait mis 15 ans depuis le procès de Nuremberg à préparer son propre procès. Je pense que la pensée d'Hannah Arendt, elle est contenue dans la phrase à peu près, que je cite approximativement, quand elle dit « Eichmann n'était pas stupide ». Ce qui le rendait stupide, c'était son absence de pensée. Et la banalité du mal, c'est ça. C'est quand un homme choisit à un moment de ne plus penser. Le mal en lui-même n'est pas banal. Eichmann en lui-même n'était pas banal. Mais en revanche, Eichmann qui arrête de penser, qui choisit de ne pas penser, c'est ça la banalité du mal. Ne pas penser, il faut bien voir que chez Arendt, ne pas penser, c'est pas ne pas réfléchir. Hein. La pensée chez Hannah Arendt, ce n'est pas la réflexion. Penser, c'est être ouvert à l'événement. Être capable de se prendre en pleine figure la nouveauté d'un événement. Et je crois que le rapprochement le plus intéressant, c'est avec ces scènes de tir à la mitraillette qu'on a vues ces dernières années, hein, notamment le Norvégien, là. Ça correspond tout à fait à ce qu'elle appelle la banalité du mal. C'est-à-dire, c'est tellement facile, le mec il prend une mitraillette,
et il commence à tirer. Il tire sur tout ce qui bouge. C'est ça, la banalité effrayante du mal. C'est exactement ça dont elle parle. C'est-à-dire, c'est un phénomène de superficie, et puis ça s'étend sans problème. Il en tue 10, 15, 20, 30, je ne me rappelle plus combien il en avait tué. Mais c'est exactement cela dont elle parle. Or, quel est le problème de ce type ? Il ne prend pas en pleine face ce qu'il est en train de faire. Il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, ça ne fait pas événement pour lui. Il n'y a pas d'événement. C'est comme si rien ne s'était passé. Et c'est exactement ça dont elle parle. Penser, ça ne veut pas dire réfléchir. Ça veut dire ne pas être ouvert, ne pas accueillir l'événement, la rupture, le bouleversement que constituent les choses. Voilà. Elle dit, le jugement de l'événement, c'est quand l'esprit sort de sa retraite. Autrement dit, effectivement, il y a la réception de la nouveauté, mais il y a aussi cet effort presque surhumain que doit faire chacun de nous, qui est d'arrêter les rouages automatiques habituels pour penser, pour juger. Il faut que l'esprit sorte de sa retraite. Le principal reproche que je lui fais, c'est que dans cette vision-là, qui est anti-humaniste, qui n'est pas moderne du tout, en fait, le monde est plus important que les gens. En fait, c'est ça la pensée de type Heidegger. C'est-à-dire, ce qui arrive au monde est plus grave que ce qui arrive aux gens. Ça semble être en contradiction avec ce qu'elle dit. Moi, je n'aime pas le peuple, je n'aime que mes amis. Ce qui importe à Heidegger, c'est pas de penser, c'est de déconstruire. C'est son mot, déconstruction. Effectivement, ce qui est au monde, ce qui se passe au monde, n'a pas grande importance. C'est ce qu'il détermine sous le terme qu'il invente de Gestell, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'arraisonnement dans la philosophie moderne, c'est-à-dire toutes les constructions qui se superposent à d'autres et qui sont une contingence dont on ne doit pas tenir compte. Et donc, pour lui, le nazisme et ses horreurs, c'est du Gestell. Voilà. On met, aidez-moi pour le terme français, on met un échafaudage. Voilà. Hein, il faut reconstruire l'échafaudage, et cet échafaudage n'est qu'un épiphénomène ou de la phénoménologie. Donc le nazisme, ça en fait partie. Effectivement, vous avez raison, elle pense le monde, alors qu'Heidegger est un type qui pensait l'histoire de la philosophie, comme vous l'avez bien dit, qui en avait assez peu à faire du monde. Mais le monde, tel qu'elle le pense, elle le pense de manière phénoménologique, et c'est ça qui est déroutant en fait. Quand on la lit, c'est qu'on ne comprend pas qu'elle ne parle pas du monde empirique de l'expérience, elle parle des phénomènes, de phénomènes qui ne sont pas accessibles forcément à l'expérience quotidienne. Et qui justement, le totalitarisme a produit des phénomènes qui sont stupéfiants pour la vie quotidienne. Et donc, elle s'efforce de les mettre en valeur par une méthode phénoménologique, et là, à mon sens, on est en plein dans Heidegger. Elle reproche au système totalitaire d'étouffer tout phénomène humain. Tous les phénomènes humains que nous connaissons, d'amitié, d'amour, de tous ces phénomènes, et elle montre que le système totalitaire s'efforce de les épuiser, de les rendre quasiment inexistants. Un camp de concentration, c'est un lieu où il n'y a pas d'événement. C'est un pur lieu de survie où il n'y a pas d'événements. Comme dans nos histoires, il y a des événements, on fait des rencontres, on tombe amoureux, quelqu'un meurt. Là, les gens ne meurent pas, ils sont liquidés. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de, voilà, il ne se passe, pour ainsi dire, rien d'humain, quoi. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'histoire. On ne peut pas faire l'histoire d'un camp, par exemple. C'est ça le genre de choses qu'elle dit. Là où Hannah Arendt, je crois, a fait fausse route, hein, c'est de dire que si les Juifs étaient restés dans le chaos, il y aurait eu moins de victimes. Ça, elle fait complètement fausse route. Là où les Juifs n'étaient pas organisés, c'est-à-dire en Ukraine, etc., je ne répète pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont été proprement exterminés en totalité, sans même l'espace d'une organisation quelle qu'elle soit. Voilà. Deux versants très différents. Il y a la pure théoricienne, qui effectivement, auquel je n'ai pas toujours accès, moi personnellement, et il y a aussi l'Hannah Arendt vivante, en discussion, polémiste si besoin, mais pas seulement, aussi chaleureuse, et c'est toute sa correspondance. Sa correspondance est énorme,
et que ce soit avec Jasper, soit avec les autres, ou même avec Gershom Scholem, qui a été dans un livre, il y a tout cet aspect où, sans cesse, là, elle rentre dans le réel, elle rentre dans la vie, elle n'est plus heideggerienne, pardon. En revanche, quand elle débute ses propos très théoriques sur le totalitarisme, peut-être qu'elle quitte un peu le sol, si je puis m'exprimer ainsi, et que là, il y a le versant heideggerien chez elle. Mais il y a à la fois ce grand penseur qu'elle est, et en même temps, cette vie de femme. Je pense qu'à un moment donné, le niveau quantitatif fait basculer dans quelque chose de qualitativement autre. C'est-à-dire qu'il est à... Effectivement, les gens qui défendent les Judenrat, notamment Robinson, qui était le deuxième assesseur du procureur, a écrit un livre très virulent contre Arendt, en expliquant que en fait, les conseils juifs s'étaient mis en place bien avant l'extermination, qu'ils avaient tout un rôle social extrêmement important, etc. Mais je pense que ça n'annule pas la sévérité du jugement d'Arendt, parce que, effectivement, à un moment donné, quand vous êtes vous êtes en situation de faire des listes, et que, en plus, vous envoyez à la mort des gens, mais pas forcément en leur disant, au départ, vous leur mentez. Je veux dire, quand on pense qu'il y a des rabbins qui ont fait ça, c'est quand même, je veux dire, n'importe qui connaît un petit peu le judaïsme peut être quand même sidéré qu'un rabbin en arrive à faire ça, quoi. Elle a certainement souffert sans le dire, en tout cas sans en faire état, parce que ce qu'il lui importait, c'était de garder la raison, justement, de ne pas faire intervenir les sentiments. Rappelons que Hannah Arendt était concernée par la vie juive, elle a été sioniste jusqu'en 1944. À partir de là, elle a été favorable à un État binational, donc à un foyer juif. Mais jusqu'au bout, elle a toujours dit qu'elle était juive, c'était une question de fait, c'est tout. Enfin, ça se trouvait comme ça. Alors, a-t-elle souffert? Disons qu'elle s'en est pas bien sortie. Elle a été quand même exilée plusieurs années en France. Elle s'est évadée du camp de Gurs, parce qu'on n'était pas invité à sortir du camp de Gurs, il fallait s'évader. Ah oui. Elle a vu quand même un ami à elle, un philosophe allemand, c'est Walter Benjamin, qui s'est suicidé. Bon, après ça, arrivée aux États-Unis, elle a mis quand même un an à apprendre la langue, à pouvoir s'exprimer dans cette langue. C'était pas forcément facile. Donc, elle a été apatride aussi, avant de devenir naturalisée. À un moment, Eichmann dit ouais, je suis pas antisémite, et même je suis intervenu du côté de sa belle famille. Il y avait des juifs, et il est intervenu pour les laisser s'échapper. Et à ce moment-là, Lévi lui a rappelé cet épisode. Et il lui a dit, là, vous aviez désobéi. Donc si vous aviez pu désobéir cette fois-là, vous pouviez désobéir toutes les autres fois. Le lieutenant Schmitt, qui est rappelé par le témoignage de Abba Kovner. Abba Kovner est le chef de la révolte de Vilnius. Et Abba Kovner, il rappelle, et d'ailleurs le lieutenant Schmitt, qui était donc un lieutenant de l'armée allemande, est injuste à Yad Vashem. Il a été mis dans la catégorie des justes parce qu'il était venu en aide aux Juifs, et il a fini par être exécuté lui-même. Mais Hannah Arendt le rappelle, ça aussi, pour montrer qu'il y a quand même des gens qui restituent l'humanité. La République fédérale allemande, créée à la fin des années 40, en 1949, et donc au début des années 50, lorsque la Bundeswehr, la nouvelle armée, a été créée, immédiatement a été inscrit dans la loi de l'armée que tout soldat devait, non pas pouvait, devait s'opposer à tout ordre attentant à la vie humaine, à l'intégrité humaine ou à l'humanité de l'homme. À propos du devoir d'obéissance, il y a un travail qui a été fait qui s'appelle les refusants sur les crimes de masse comme ça, et en particulier les Eisenhower dont parlait tout à l'heure le docteur Dubek. Il y a nul n'était obligé de participer à ces exécutions. De la même façon que nul n'était obligé de participer à la garde des camps nazis, et que les SS qui y étaient étaient le plus souvent volontaires. En tout cas, il y a un certain nombre de participants aux Eisenhower qui à l'origine, c'était des braves
des braves gendarmes en bourgeois, chargés de famille, qui tournaient autour de la quarantaine et qu'on n'envoyait pas dans les unités combattantes au front directement parce qu'ils étaient un peu ramollis, eh bien, beaucoup d'entre eux ne supportaient pas la tâche qui leur était imposée et lorsqu'ils étaient incapables et qu'ils le déclaraient, ils étaient relevés de cette obligation. C'est-à-dire que même cette position qui aurait été celle d'Eichmann, on obéit aux ordres, et on s'inscrit dans cette obligation militaire de temps de guerre, eh bien, il y avait la possibilité pour les exécutants allemands de se dégager de cette tâche.